Alors, bonjour à tous, bienvenue à la 3e édition du Salon du développement canado-maghrébin. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir autour de moi 6 invités au cursus fort impressionnant qui répondront à mes questions liées à l'entrepreneuriat au Québec. Tout d'abord, j'aimerais présenter Madame Danielle Henkel, présidente fondatrice des entreprises Danielle Henkel Inc. Également, à ses côtés, nous avons Monsieur Frank Baylis, député fédéral libéral de Pierrefonds et président de Baylis Médical. Nous avons également Monsieur Winston Chan, chiropraticien et entrepreneur. À ma droite, j'ai Monsieur Claude Ananou, que j'ai eu la chance d'avoir comme enseignant au HEC de Montréal, qui est également avocat et entrepreneur. On a également notre Excellence, donc son Excellence, Monsieur Houssine Merar, ambassadeur d'Algérie au Canada. Et nous avons Maître Roselyne Beausoleil, avocate chez BTK Avocat. Donc, pour commencer, un petit peu pour briser la glace, j'aimerais poser une question générale au groupe. Donc, sentez-vous très à l'aise de répondre à la question si vous vous sentez interpellé premièrement par cette question. Donc, vous avez certainement remarqué que au courant des dernières années, on parle beaucoup d'économie collaborative ou participative, un peu de Uber, Airbnb. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que ce changement dans le système, donc c'est quelque chose de nouveau, on ne connaissait pas tout à fait ce type d'entrepreneuriat. Pour mettre un petit peu en contexte notre auditoire, lorsqu'on parle d'économie collaborative, on parle en fait de mettre en relation les particuliers, monsieur, madame, tout le monde, pour organiser la mise en commun, donc de distribution ou de vente de ressources, de biens ou de services. Donc, j'aimerais savoir, messieurs et mesdames, ce que vous pensez de ce système. Est-ce que ça fait en sorte que plus d'entrepreneurs se lancent en entrepreneuriat? Peut-être c'est plus facile de venir faire interagir monsieur, madame, tout le monde, donc les consommateurs, ou vous pensez plutôt que ça reste un peu dans la tradition classique de l'entrepreneuriat? Je pense que tout le monde me pointe du doigt. Non, mon humble avis, parce qu'on n'a pas la science infuse et je le dis souvent, mais je crois que c'est aussi un nouveau style, un mode de vie qui s'implante, qui s'est déjà implanté ailleurs à travers le monde, mais qui commence à faire sa place au Québec en particulier. On est quand même, d'après les chiffres et d'après les statistiques, on est pas mal en retard par rapport au reste du Canada sur l'utilisation justement de l'économie de partage ou l'utilisation collaborative, mais surtout de l'économie du partage comme Airbnb et Uber. On est encore un peu plus timide, je dirais. Mais peut-être que cette timidité vient aussi du fait que nous sommes, et il faut le dire, nous ne sommes pas une société jeune. Hein? Nous avons notre génération Y est quand même juste montante, et d'ailleurs, c'est elle qui aujourd'hui utilise beaucoup l'économie du partage et collaborative. Mais je dirais les baby boomers, c'est pas encore, on n'est peut-être pas assez habitués, puis c'est quelque chose qui peut-être ne nous interpelle pas encore. Maintenant, est-ce que ça va changer? C'est sûr. Est-ce que c'est intéressant? Absolument. Je pense qu'il est important, c'est un moyen, parmi tant d'autres, à mon humble avis, c'est un moyen d'interpeller, d'appeler la conscience collective sur l'utilisation des biens. C'est l'industrialisation, ou je dirais peut-être, je ne sais pas si ça va être correct, la consommation ultra désordonnée, quasiment, de tout ce qui est production de biens industriels. Et je crois que c'est peut-être le point profitable, bénéfique, positif de toute cette économie du partage, c'est de prendre peut-être un peu plus conscience avant de poser un geste. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que je ne peux pas le partager avec quelqu'un d'autre pour minimiser? Donc, à mon humble avis, c'est une économie qui va prendre de plus en plus de place, qui a des valeurs, mais qui n'est peut-être pas non plus pour tout le monde. Donc, je crois que l'attention que j'attirerais, c'est de continuer à poser des gestes responsables, qu'on soit dans l'économie du partage ou pas, mais de ne pas non plus imposer. Par contre, que nous, en tant que citoyens, en tant qu'humains, de prendre conscience de notre place, de notre responsabilité sociétale et économique, de poser des gestes
plus responsable sur l'achat de biens inutiles. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que peut-être quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Dans mon cas, je verrais deux aspects. Un aspect positif et peut-être un aspect négatif. Positif, depuis pas des décennies, depuis pas mal de temps, j'essaie toujours de prôner l'esprit entrepreneurial chez les gens. C'est sûr que ce système-là va promouvoir, je le vois moi au niveau de mes enfants, ils sont consommateurs et distributeurs. Ma fille loue son appartement à Londres et elle, quand elle voyage ou quoi que ce soit. Donc ça développe un petit esprit entrepreneurial parce qu'elle veut avoir ses belles petites étoiles, ses beaux petits commentaires. Donc elle comprend ce que c'est d'avoir un client. Alors même que vous soyez un chauffeur Uber ou quoi que ce soit, vous avez maintenant conscience de qu'est-ce que c'est un client. Donc ça va développer de façon homéopathique, j'irais, presque l'entrepreneuriat. Par contre, l'aspect négatif que je vois qui va être un petit peu même révolutionnaire, et en tant qu'avocat ayant une formation juridique, c'est que les lois vont exploser. Parce que là, on n'est plus contraint à suivre certains règlements, à avoir un permis ou quoi que ce soit. Donc il y a une forme d'anarchie un petit peu. Il suffit de voir comment Uber un petit peu se développe partout, Airbnb. Et là, on dirait qu'il n'y a plus de loi. Alors ça, c'est pour moi l'aspect négatif. On dirait, je fais n'importe quoi, comme les jeunes qui commençaient un petit peu à télécharger de la musique, ne prenant pas conscience qu'il y a de la propriété intellectuelle. Donc on est dans une forme d'anarchie un petit peu légale. Alors c'est mes deux aspects que je verrai dans ce cas-là. Pour peut-être enchérir sur ce que M. Ananou explique, effectivement, je pense que cette économie-là va se développer. Parce qu'avec toutes les technologies d'information, l'Europe, c'est maintenant à côté. Maintenant, c'est très facile d'avoir accès à ces gens-là par des Airbnb, par tout ça. Donc, moi, je pense qu'avec les technologies d'information, de toute l'information qui est facilement partageable, cette économie-là va grossir et va être amenée là. Il va en avoir de plus en plus. Par contre, on parlait de légal, effectivement. Et le problème qui survient, c'est que les lois présentement ne sont pas adaptées à ce nouveau phénomène-là qui grossit et grossit. Donc, on a eu des problèmes avec Uber au niveau des taxis, on le sait, et les gouvernements vont devoir légiférer et être extrêmement responsables et faire bien attention sur la façon dont ils vont légiférer. Parce que ce phénomène-là, moi, je ne pense pas qu'il va être amené à s'éteindre. Il va être au contraire en expansion. Là. Parfait. Monsieur Meral? Je crois qu'au plan global, il y a toujours une évolution de l'activité économique et qui se traduit par la naissance de secteurs d'activité. Tout secteur d'activité qui intervient dans un monde de plus en plus mondialisé est à accueillir positivement dans la mesure où il est porteur de développement, il est porteur de création de richesses, il est porteur de création d'emplois, surtout dans des économies où il y a la récession qui s'annonce. Le problème essentiel, ce sont des schémas nouveaux que la société économique, la société sociale produit. Évidemment, il y a ce besoin itératif de trouver l'accompagnement, la régulation nécessaire et surtout l'essentiel, c'est la conformité avec les lois et les règlements d'une société. Très bien, merci. Alors, si vous me permettez, j'aimerais maintenant aller sur une toute autre note. J'aimerais poser une question à Mme Henkel. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité ces dernières semaines, Mme Henkel est allée en mission exploratoire, une mission économique, en fait, au Maroc, en Algérie et en Tunisie, donc dans notre cher Maghreb, en compagnie de plusieurs femmes d'affaires et, entre autres, la vice-première ministre du Québec, Lise Thériault. Donc, j'aimerais savoir si vous avez constaté des ressemblances ou des différences au niveau des enjeux que rencontrent les entrepreneurs au Maghreb et les enjeux que rencontrent nos entrepreneurs ici au Québec. Je crois que être entrepreneur comporte des enjeux. Maintenant, de les comparer, je crois qu'il y a des comparables, mais il y a aussi des différences notoires qui passent par la culture. Chaque pays, même si c'est le Maghreb, même si on se ressemble, a ses propres enjeux. Ce que je peux dire, par contre, c'est que la mission que j'ai faite, qui est une mission exploratoire avec la vice-première ministre, c'était une mission assez particulière.
c'était une mission ciblée sur les femmes. Et là-dessus, je peux peut-être m'exprimer, j'ai eu vraiment la surprise, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que je suis retournée au Maghreb après presque 29 ans d'absence. Et j'ai retrouvé une vivacité, une allégresse, vraiment, malgré les lourdeurs, hein, c'est parce que c'est ce qui fait le plus mal, ici aussi d'ailleurs, les lourdeurs administratives, les lourdeurs légales, les lourdeurs financières, donc les banques, l'adaptabilité des banques à essayer de comprendre, en fin de compte, ce que c'est qu'un entrepreneur et que oui, à un moment donné, il faut prendre des risques. Mais malgré tout ça, j'ai vraiment été surprise de voir, de constater qu'il y avait de plus en plus de femmes, et c'est pour ça qu'on l'appelait l'autonomisation des femmes, qui étaient des entrepreneurs, bien sûr dans un domaine en particulier qui nous touche, qu'on connaît, qui est l'artisanat, l'agriculture, voir des femmes acheter des terres et en faire, mais alors des entreprises florissantes, waouh! Mais dans des régions complètement reculées, de voir aussi la prise de conscience des hommes et de se rendre compte que la femme, tranquillement, devenait, et souhaitait surtout, être de plus en plus autonome. Alors, s'il y a des ressemblances, bien sûr, parce que si je dois me reporter à quelques années au Québec, la même chose, la femme continue aujourd'hui, peut-être avec une vitesse différente, à essayer de s'affirmer en entrepreneuriat, dans ses compétences, dans son apport différent, mais son apport aussi, puisqu'elle est quand même 50% de la population, c'est la même chose. Mais, ce que j'aimerais dire, c'est que l'Afrique du Nord, parle français. Au Québec, on parle français. Et ce que j'arrête pas de dire depuis plus de 5 ans surtout depuis que je suis visible et audible, j'arrête pas de dire que le Québec se doit de se tourner vers d'autres pays, d'autres marchés, là où nous ressemblons sur certains points. Alors, bien sûr, pas juste la langue, mais aussi la façon de faire. Même si nous sommes en Amérique du Nord, nous avons aussi au Québec une sensibilité, une écoute, une compassion, une façon de faire, une fierté. La même chose. J'ai découvert au Maroc, en Algérie, en Tunisie, cette fierté d'être maghrébin, cette fierté de vouloir dire c'est possible. Et donc, je trouve ça extrêmement enrichissant, mais aussi prometteur. Et maintenant, c'est à nous ici, de nous ouvrir à faire en sorte qu'il y ait des résultats, un suivi, parce que c'est un monde de promesses avec beaucoup de potentiel. Donc, il faut que nous, au Québec, les entrepreneurs, même les petits, même ceux qui ont 2 employés, 3 employés, il y a des choses à faire parce que là-bas, c'est la même chose. Donc, avoir des genres d'échanges. Oui. Et donc, je ne fais que commencer parce que ça va être une de mes promesses. Excellent. À atteindre. Merci. Merci à vous. Donc, le message est lancé. Donc, il y a beaucoup à faire. Donc, les entrepreneurs ici sont donc invités à aller outre-mer et développer ces relations prometteuses. Il faut exporter. Oui. Et il faut importer. Excellent. Merci beaucoup, Madame Henkel. Alors maintenant, j'aimerais passer à ma droite avec Maître Ananou. Donc, j'aimerais savoir, vous qui êtes un entrepreneur en série, en plus d'être avocat, enseignant au HEC de Montréal, j'aimerais connaître vos meilleurs conseils que vous auriez à donner aux entrepreneurs ou aux personnes qui aimeraient du moins se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat pour démarrer une entreprise et surtout pour faire en sorte qu'elle perdure. Qu'elle perdure. Alors, il y aurait plusieurs conseils à donner, mais je ne vais en donner que 3-4. Assumez vos décisions. Vous savez, en tant qu'entrepreneur, on doit prendre des décisions et il faut les assumer. Et bien souvent, pour mieux les assumer, on écoute son intuition. On a Madame Henkel qui pourrait vous parler de l'intuition beaucoup plus que je pourrais peut-être vous en parler. Donc, à un moment, il faut écouter sa petite voix et puis l'assumer. On vit dans un monde aussi de plus en plus complexe. Donc on va faire des erreurs. Alors je dis, il ne faut pas chercher à faire des erreurs, mais surtout d'apprendre de ces erreurs.
Et c'est comme ça qu'on va avancer et c'est comme ça qu'on va mieux apprendre. Alors des fois, je dis à mes étudiants, je devrais mettre des bonnes notes à ceux qui font des erreurs parce que ayant fait l'erreur, ils ont compris maintenant qu'est-ce qu'ils devraient bien faire. Mais dans le milieu universitaire, c'est un petit peu dur d'évaluer comme ça les gens. De plus en plus aussi, on en parlait tout à l'heure du partage ou quoi, on marche ensemble. Madame Henkel parlait là aujourd'hui la mondialisation du marché, des relations, c'est de plus en plus facile de se trouver des partenaires, des parties prenantes. Aujourd'hui, moi je dis souvent à mes étudiants, votre concurrent est peut-être votre premier allié que vous allez aller chercher. Mais on ne va pas aller voir comme ça notre concurrent. Oui, et je fais faire l'exercice à mes étudiants. Allez voir votre pire concurrent pour lui dire, regardez, je vais vous concurrencer, j'aimerais prendre un café avec vous. Et bien souvent, ce concurrent, s'il est brillant, il va dire oui, on va le prendre le café, je voudrais voir ce petit jeune qui ose me menacer comme ça d'arriver, qui va être mon concurrent. Alors ça, c'est toutes ces petites choses-là qui permettent à un moment de perdurer. Et je vais vous dire, aujourd'hui, on est tellement dans un monde incertain. Regardez ce qui arrive au point de vue climatologique, politique ou quoi que ce soit. Donc il n'y a plus de certitude. Alors qu'est-ce qu'on fait? Avant, on cherchait des certitudes et maintenant, il faut apprivoiser l'incertitude. Et ça, c'est un petit peu plus difficile. Mais quand on est arrivé à ce degré-là d'être capable d'apprivoiser l'incertitude, le monde nous fait un peu moins peur. Excellent. Merci beaucoup pour ces conseils. J'espère que vous avez pris des notes. Donc maintenant, vous allez remarquer, je fais gauche-droite, gauche-droite. C'est beaucoup plus simple pour moi à gérer le plateau. Donc j'aimerais me tourner maintenant vers Monsieur Frank Baylis. Au-delà de vos responsabilités politiques, vous êtes également à la tête d'une entreprise dans le secteur médical, une entreprise, si je ne me trompe pas, familiale. Il s'agit quand même d'un secteur assez complexe qui comprend plusieurs législations. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il est possible encore de réussir à gérer ce type d'entreprise sans nécessairement avoir préalablement des connaissances poussées sur l'industrie de la santé ou l'industrie médicale? Alors, vous me demandez si c'est possible de réussir sans avoir quoi exactement? En fait, sans avoir préalablement un bagage au niveau de la santé, au niveau de l'industrie médicale. C'est-à-dire que, est-ce qu'un simple gestionnaire, simple ne serait pas le bon mot, mais un gestionnaire, un entrepreneur, pourrait se lancer dans cette industrie sans peut-être avoir fait des études liées à la santé préalablement? Moi, je suis ingénieur, je ne suis pas médecin. Je vous dirais que il y a deux types de philosophies. Il y a une philosophie qui dit que si vous avez comme vous allez étudier à l'université comment faire des affaires, et vous pouvez aujourd'hui faire la vente des appareils médicaux, demain vous pouvez vendre du lait, tu peux tout faire parce que vous avez un background, une formation globale. Je ne crois pas ça. Je crois que si vous voulez avoir un succès, il va falloir que vous étudiez, pas nécessairement formellement. C'est pas dire que vous allez avoir votre éducation d'une manière formelle, mais c'est sans doute absolument nécessaire que vous connaissiez votre domaine. Si je pensais que je pourrais rentrer dans le domaine de Mme Henkel et que elle va m'écraser, c'est sans doute. C'est sans doute parce qu'elle a toutes ces connaissances, des savoir-faire qu'elle a acquis tout au long de sa carrière. C'est la même chose si quelqu'un veut rentrer faire la concurrence avec moi dans le domaine de médecine. Et je le vois plusieurs fois. Les gens vont voir quelque chose, ils vont penser « Oh, ça, c'est formidable comme idée. » Oui, mais moi, je vois toutes les problématiques là-dedans à cause du fait que j'ai une historique, j'ai une certaine expérience là-dedans. Et je le vois plusieurs fois. Quelqu'un qui a un succès dans un certain domaine pense « Oh, fantastique, maintenant, je peux être un succès dans n'importe quel domaine. » Tu peux être un succès dans plusieurs domaines, mais il va falloir que tu recommences à zéro. Tu reprends toutes les choses importantes visées strictement dans chaque secteur commercial. Donc, il faut faire ses devoirs, il faut être un peu autodidacte, aller faire de la recherche, lire beaucoup, s'entourer aussi, j'imagine, des bonnes personnes. Madame Henkel, si je peux un peu rebondir sur la même question, vous n'avez pas nécessairement étudié dans le domaine non plus de la santé. Pourtant, vous vous retrouvez maintenant à la tête d'une entreprise qui chemine dans ce milieu-là également. Vous, est-ce que vous avez un peu le même avis que M. Baylis? Mais je crois que le message, c'est on peut avoir une idée. Une idée reste une idée. Et ça peut être aussi une idée qui porte ses fruits pendant un certain temps. Mais aujourd'hui, encore plus qu'il y a quelques années, où les réseaux sociaux, la mondialisation n'avaient pas autant d'impact immédiat que maintenant,
Il faut beaucoup plus qu'une idée et une perception d'avoir la capacité, en tant qu'entrepreneur multifonctionnel, de réussir. D'abord, il faut définir c'est quoi la réussite. Est-ce que la réussite, c'est, oui, de prendre une idée, de la concrétiser en un projet, de faire de l'argent tout de suite, de passer à autre chose? Pourquoi pas? Ça, c'est ce qu'on appelle de l'opportunisme. Et c'est correct. Il y a des gens qui ne font que ça. Mais, si je parle, puisque vous me posez la question à moi, je suis dans la longévité. Je suis dans, un peu comme monsieur, ça fait combien d'années? 80, disons, presque 30 ans. On va faire un chiffre rond. Donc, ça fait presque une trentaine d'années. Moi, ça va faire une vingtaine d'années. Mais lorsque j'ai commencé, d'abord, j'étais particulièrement sensible à ce qu'on appelle la beauté naturelle. C'est ce qui m'interpellait, moi. Et donc, autour de ce qui m'interpellait, j'ai fait des recherches, j'ai étudié dans le domaine, j'ai pris le temps, j'ai posé les questions, je suis allée sur le terrain, j'ai fait mes devoirs, et ça n'a jamais cessé. Donc, j'ai pris une direction qui, malgré les changements, parce que vous savez que dans les années 2000, 2007, 2008, on s'en rappelle, la fulgurante remontée de la chirurgie esthétique, donc les injections, les si, c'est pas le chemin que nous avions pris. Nous avions prôné, déjà depuis 10 ans, la beauté naturelle à son naturel. Mais ça m'a pas interpellée. On a mangé une claque. Il faut savoir que quand on prend ce genre de décision, comme a dit M. Ananou tout à l'heure, être capable de prendre ses responsabilités, c'est que tout le monde m'a dit, mes conseillers stratégiques m'ont dit, Madame Henkel, c'est le temps de commencer à peut-être promouvoir ce genre, parce que c'est la mode et c'est ce qui va perdurer. Et j'ai répondu, non. Je vais maintenir ma base, oui, on a des pertes, mais je vais maintenir ma base et je vais garder le cap. Aujourd'hui, on est encore là, on grandit, parce que les gens ont compris c'est quoi ma niche. Oui. Alors, ma réponse c'est, sachez ce qui vous parle, ce qui vous plaît, comprenez votre passion, ce qui vous définit. Parce qu'une entreprise, c'est vous, hein? C'est vos valeurs, c'est ce que vous représentez, c'est comment vous les représentez. Et puis, il y aura des hauts et des bas. C'est sûr, il y aura, toujours. Il faut résister. Il faut juste savoir comment innover, créer, pour justement contrecarrer tout ça. C'est tout. Merci beaucoup. Merci pour vos réponses. Alors maintenant, j'aimerais inviter notre ambassadeur d'Algérie, donc M. Merard, à peut-être me parler un peu plus du lien qu'il y aurait entre un ambassadeur ou une ambassade et l'entrepreneuriat. Particulièrement peut-être parler des possibilités, des opportunités qu'il existe entre les échanges entre l'Algérie et le Canada. Écoutez, j'essaie de mettre dans la tête d'un auditeur et de l'opinion publique. Quel est le lien entre une ambassade, un ambassadeur, des diplomates et l'entreprise? Alors il faut rappeler que la dimension économique, la dimension commerciale et technologique sont des axes principaux dans la diplomatie internationale. Il n'y a pas que les aspects stratégiques, il n'y a pas les aspects politiques. La question qui se pose, c'est que la connaissance d'une économie d'un pays où nous travaillons, la connaissance des entreprises est un facteur dynamique qui permet de créer les points d'ancrage avec les homologues dans votre pays comme l'Algérie. Alors la question qui se pose est il faut trouver les moyens nécessaires pour faire valoir les avantages comparatifs des uns et des autres, trouver des convergences et des intérêts communs pour susciter l'investissement, le contact, le commerce, l'échange et la formation. Ça se fait au quotidien et nous avons des organisations en Algérie et au Canada qui se mettent en rapport et qui travaillent dans ce sens-là. La question qui reste fondamentale, c'est comment trouver cette dynamique nécessaire. Et la dynamique nécessaire se fait par la prise de conscience de l'intérêt économique, de l'intérêt commercial que l'on cherche chez l'autre. Il y a des avantages qui sont liés à la proximité géographique,
il y a aussi des avantages qui sont liés à des facteurs de rentabilité. Et pour vous donner une information très globale, je ne sais pas, vous le savez peut-être, l'Algérie est le premier partenaire commercial du Canada à l'échelle de toute l'Afrique et du Maghreb. Je vous donne un chiffre approximatif. L'an passé, je crois, c'est les échanges commerciaux de part et d'autre, c'est 2,6 milliards de dollars environ. Et dans ce chiffre qui paraît astronomique, 80% revient au commerce entre la province du Québec et l'Algérie. Il y a un immense potentiel qui existe parce qu'il y a des besoins différenciés, il y a des intérêts communs, il y a aussi une amitié qui existe depuis très très longtemps. Et depuis pratiquement 50 ans, le Canada et l'Algérie sont des partenaires commerciaux et qui se traduit également par la recherche de nouveaux créneaux pour essayer de les dynamiser et surtout aussi en tenant compte d'un aspect qui est fondamental. Nous avons des entrepreneurs algériens qui sont d'origine québécoise, qui sont originaires d'Algérie et qui travaillent à la fois dans une dimension bilatérale avec le Québec, le Canada et l'Algérie. J'ai grande foi dans ce potentiel d'affaires entre l'Algérie et le Canada. Tout à l'heure, Mme Henkel parlait d'une visite qui a été faite il y a quelque temps à Alger. C'est un début. Il y a d'autres visites qui sont en train d'être organisées, de se préparer. Ce potentiel est énorme. Il nous appartient de le trouver. Et il faut revenir aussi à l'entreprise parce qu'il est permis également aux intéressés de créer des entreprises en Algérie. Il y a toute une panoplie de dispositions qui permettent l'investissement, qui donnent des avantages pour créer des entreprises dans tous les domaines, dans toutes les activités. Il y a un système d'accompagnement qui se fait. Et il y a même, vous savez, nous avons des mécanismes qui s'adressent à des catégories spécifiques d'investisseurs, y compris, par exemple, nos binationaux qui sont au Canada, qui ont acquis un savoir-faire également, peuvent le redéployer en Algérie en créant aussi des activités multiples. Et je crois que la confiance et l'amitié et l'intérêt économique sont des facteurs cimentants et qui sont utiles. Rappelons aussi que l'entreprise est essentielle. L'entreprise est au cœur de l'économie. L'entreprise est un facteur de richesse, c'est un facteur de croissance. Et sans l'entreprise et sans les entrepreneurs, l'économie serait peut-être moindre. Donc, vive l'entreprise et les entrepreneurs. Merci beaucoup, merci. Alors, maintenant, je vais passer à M. Chan. Donc, vous êtes à la fois docteur en chiropratique, propriétaire de votre clinique privée, membre de plusieurs conseils d'administration prestigieux, blogueur, représentant du Canada à plusieurs sommets des jeunes entrepreneurs du G20. J'aimerais savoir de quelle façon vous composez entre la pratique dans le secteur de la médecine, ou plutôt de la santé, et vos activités d'entrepreneur. Comment on fait pour organiser notre horaire, notre agenda et avoir du temps pour soi? Je dirais qu'une des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'être entrepreneur, c'est transversal. Donc, on peut être plombier et être entrepreneur, on peut être informaticien et être entrepreneur. Donc, être entrepreneur, c'est un savoir-être. Et c'est une des caractéristiques d'être entrepreneur, c'est d'être quelqu'un qui est capable de prendre des risques et qui est capable de se relever après de plusieurs échecs. Donc, peu importe dans quel domaine qu'on est, c'est une des aspects qu'il faut avoir ça en tête. L'autre chose, c'est de pouvoir se surpasser, trouver des bonnes idées, toujours innover, toujours vouloir apprendre ce qui se passe présentement. Nous vivons dans un monde qui se change perpétuellement. Donc, c'est une des choses qu'il faut, que je donnerais conseil, c'est, peu importe dans quel domaine vous êtes, c'est vraiment de créer un réseau le plus tôt possible. Et aussi d'avoir de développer les réseaux sociaux qui permettent d'entretenir justement ce réseau-là. Et c'est un des points les plus importants pour être entrepreneur. Le deuxième point, c'est le niveau du capital. C'est d'avoir l'accès à un réseau d'investisseurs, réseau aussi des clients, des grands clients au niveau des grandes entreprises. Ceux qui jouent un rôle présentement dans tout ce qui est l'écosystème de l'entrepreneuriat. Excellent. Merci beaucoup, merci.
Maintenant, je vais me tourner vers Maître Beausoleil. Je ne sais pas si on me dit madame ou maître. Moi, je reste dans le classique. On y va avec maître. Oui. Donc, vous êtes spécialisé dans le droit commercial, le droit civil et immobilier depuis plusieurs années. Vous êtes avocate associée dans un cabinet formé entièrement de femmes. J'aimerais savoir si vous avez ressenti à travers l'exercice de votre profession une discrimination quelconque, des préjugés de la part de clients potentiels, donc d'entrepreneurs du secteur commercial, liés au fait que vous êtes une femme. En ce qui me concerne, moi, j'ai jamais ressenti, soit d'un client ou d'un confrère, une problématique parce que j'étais une femme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de femmes maintenant dans la pratique. En 2015, le barreau a fait un recensement et au Québec, nous sommes 68% de femmes qui sont avocates entre 24 ans et 44 ans, je pense. Donc, on est maintenant plus nombreuses que les hommes. Et on a le barreau au Québec qui est le plus féminisé en Amérique du Nord. Donc, dans la pratique de tous les jours, c'est très répandu là, qu'on soit pratiquement que des femmes là, au palais de justice, des fois, surtout dans les salles de familiales, je ne sais pas pourquoi, mais le droit familial interpelle beaucoup plus les avocates, je pense. Et voilà, c'est ce qui fait que notre cabinet, sans le vouloir, est un cabinet exclusivement de femmes. Et je pense que ça ne bloque pas non plus... ça ne nous bloque pas face à une clientèle potentielle. Ça ne nous bloque pas non plus face au développement qu'on fait. Donc, on est aussi très impliqué dans les conseils d'administration. Le gouvernement, maintenant, veut une parité dans les conseils d'administration, que ce soit, bon, le demande de plus en plus dans les entreprises privées, mais aussi dans des entreprises qui vont être plus gouvernementales. Donc, la place de la femme, elle est là. Je pense que c'est un fait. Et voilà. Excellent, merci beaucoup. On est très heureux d'apprendre cela. Alors, ça prend la fin, en fait. C'est le mot de la fin. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette 3e édition du Salon du développement canado-maghrébin au Palais des Congrès. Ce fut très intéressant, très enrichissant. On espère que notre auditoire va prendre des notes, appliquer vos conseils et suivre votre chemin. Merci beaucoup.